Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être ce matin parmi vous pour entendre les enseignements que va nous livrer cette étude. Et j'en profite pour remercier l'ensemble des régions qui ont contribué, mais aussi les équipes d'Eurogroupe Consulting emmenées par Cyril Desmarais, que vous allez entendre par la suite. Alors, Eurogroupe Consulting accompagne depuis 43 ans ses clients dans la structuration et la conduite de leur transformation au service de leur performance et de leur résilience. Et parlant de ce point de vue, il y a un constat qu'on fait qui est le suivant. C'est, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le modèle économique, privé à but non lucratif, public, la performance et la résilience des organisations reposent en premier lieu sur les ressources humaines. Certains les appellent les richesses humaines. Et ce constat, il est d'autant plus fort qu'on vit dans un monde qui bruisse de technologie. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'un monde sans l'humain n'existe pas, sans les femmes et les hommes n'existent pas, et qu'on a là un défi, qui est le défi de la compétence à relever pour faire de la technologie des outils qui nous augmentent. Et c'est pour ça, en fait, que de notre point de vue, c'est important de déployer des politiques ressources humaines qui permettent l'attractivité, la fidélisation, le développement des compétences et donc l'employabilité, le bien-être et l'engagement des collaboratrices évidemment, mais aussi de l'ensemble des collaborateurs. Depuis les années 2000, quand on parle de politique ressources humaines, on les combine souvent au pluriel, puisque en leur cœur se pose la question de la diversité ou de l'inclusion. On pourrait avoir des débats sur ces deux terminologies. Et donc, en tant que consultant, c'est un des premiers sujets qu'on adresse auprès de nos clients de toute nature. Et puis aussi, c'est un des premiers sujets qui nous concerne, nous qui sommes une ETI de 400 collaborateurs dans notre propre politique RH. Et c'est pour ça que nous avons choisi de conduire cette étude, car les politiques RH qui construisent l'employabilité en tenant compte des diversités, celles de genre, mais aussi toutes les autres, développent l'attractivité, construisent la richesse, la résilience et la durabilité de nos organisations, publiques comme privées, et donc la compétitivité, bien sûr, de nos territoires, mais aussi de notre pays. Alors pourquoi cette étude maintenant? Pour plusieurs raisons. J'ai moi aussi ma petite citation. Elle est un peu classique, pardonnez-moi, je citais Simone de Beauvoir, le deuxième siècle, 1949. Vous vous souvenez d'une phrase qui, moi, m'a marqué toute ma vie. La femme est un homme comme les autres. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est la femme est un homme comme les autres, tout autant un homme, mais pas plus et pas moins. Deuxième élément, depuis 2000, on ne compte plus les études qui ont démontré que la diversité fait la richesse et la performance des organisations. C'est parti de Harvard et c'est allé jusqu'à l'EM de Strasbourg. Je ne vais pas citer la longue liste des chercheurs qui ont fait cette démonstration. Et pourtant, en France, on a encore un grand bout de chemin à accomplir. Alors, on n'est pas les derniers, parce qu'en Europe, on est juste dans la moyenne. Mais est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Quelques chiffres. Aujourd'hui, presque la moitié de la population active est composée de femmes. C'est seulement 42% des cadres qui sont des femmes. Et quand on s'intéresse aux dirigeants, c'est 21% pour les dirigeants salariés, 39% pour les dirigeants non salariés. Deuxième argument chiffré, l'écart de rémunération. Alors, je vais parler d'écart de rémunération à temps de travail et à niveau de compétences et de qualification égal. 15% en défaveur des femmes. On est en 2025. 49, 2025. Alors, on a un cadre légal qui est incitatif. Vous l'avez cité, Madame Gauguin, vous l'avez évoqué. Il y a deux lois, en fait, qui sont extrêmement importante. La loi Rixain, qui date de 2021 et qui pose en fait les conditions d'obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les équipes dirigeantes et les instances dirigeantes. Alors ça veut dire quoi équilibré? Équilibré selon la loi Rixain, alors qui s'applique uniquement aux entreprises de plus de 1000 salariés, donc c'est-à-dire les très grosses entreprises, qui n'est pas la plus grande partie de notre tissu économique, c'est 30% équilibré en 2026. Et c'est 40% en 2029 pour des entreprises
de plus de 1000 salariés. Pour moi, c'est pas 50%, donc c'est pas la moitié. Et puis on a encore une autre directive, une directive européenne, celle-ci adoptée en 2024. C'est une directive sur la transparence des rémunérations, qui, elle, concerne les entreprises de plus de 250 salariés. Là, on est encore loin de la taille moyenne des entreprises qui font la vivacité du tissu économique de la France, qui donne, elle, une obligation de publication des écarts de rémunération et de la mise en place des mesures pour combler ces écarts. Alors, vous l'aurez compris au travers de mes mots, ce cadre ne fait pas tout. Et moi, j'y vois en fait là un appel à tous ceux qui sont employeurs, le secteur public comme le secteur privé, d'agir et de développer des actions qui doivent être sur mesure pour construire des politiques RH qui embrassent les diversités et qui permettront notre vitalité et notre vivacité. Et je ne dis pas que c'est simple, parce que même quand on essaye et qu'on a les leviers, et je vais prendre l'exemple de la structure que je dirige, chez Eurogroupe Consulting, en fait, à l'entrée dans le cabinet, on est à parité parfaite. 50% des consultants recrutés sont des hommes et 50% des femmes. Quand on regarde la population de dirigeants d'Eurogroupe Consulting, nous sommes 37 associés, c'est seulement un tiers, en fait, des associés qui sont des femmes. Et pour le coup, dans les instances dirigeantes, donc le comité exécutif, c'est un tiers des membres du comité exécutif qui sont des femmes. Alors moi, je suis l'exemple qu'on peut réussir, puisque je suis rentré chez Eurogroupe au début de ma carrière, j'y ai fait toute ma carrière, et j'en suis aujourd'hui la présidente. Mais bon, c'est pas si évident que ça. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de partager les pratiques, de s'inspirer là où ça avance, parfois plus vite qu'en notre propre sein. Et c'est pour ça que nous avons souhaité travailler sur ce sujet avec Régions de France et avec les régions de France. Puisque les régions, comme vous l'avez dit, Madame Gauguin, à la fois, en fait, de par leur champ de compétences, elles impactent fortement le système économique dans lequel nous vivons. Vous êtes en charge du développement économique, vous êtes en charge de la formation, vous avez un poids sur l'éducation, et donc vous pouvez être acteur, en fait, et mobiliser les acteurs économiques que nous sommes, nous, les entreprises. Mais aussi parce que vous êtes un employeur conséquent, avec près de 100 000 salariés. 98 000, je crois, c'est le chiffre exact. Et donc, pour conclure, de mon point de vue, c'est important de s'interroger sur ce qui se permet d'installer une véritable égalité de traitement entre femmes et hommes dans leur vie professionnelle, parce que c'est apprendre à embrasser un large champ de diversité qui dépasse le genre. Et on a de nombreux facteurs qui limitent cette diversité. L'accessibilité des métiers, en lien avec les compétences disponibles, les modalités de travail, donc tant la durée horaire que la modalité distancielle versus présentielle, le lieu où on vit. On n'a pas tous le même accès au métier en fonction du territoire que nous habitons. Et tout ça pourquoi ? Pour construire une société dont la richesse et la résilience s'appuient sur la diversité, y compris au travail.